Ça va être intéressant, je pense, notre prochaine conversation, parce que c'est une façon différente d'analyser peut-être le leadership de ceux qui gouvernent, du premier ministre québécois, du premier ministre Trudeau, même si on regarde chez nos voisins du Sud, l'incontournable Donald Trump. Notre prochaine invitée est conseillère en développement organisationnel et elle est analyste du langage corporel et du comportement humain, du comportement manipulateur, donc experte en comportement humain. Elle est auteure, conférencière également, Madame Annabelle Boyer qui est là. Madame Boyer, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le langage corporel de nos décideurs, de nos leaders politiques change en situation de crise? Bien, en fait, ce qu'on voit en situation de crise, c'est souvent la vraie personnalité des gens. Donc, ce sont les éléments qui sont en lien avec leur personnalité réelle parce que ils sont tellement sous stress eux-mêmes que c'est plus difficile à ce moment-là de camoufler leur vraie personnalité. Fait que là, ça devient intéressant à analyser. Et qu'est-ce qui, justement, est-ce que l'idée vous est venue? Aviez-vous prévu d'analyser? Là, les événements se sont bousculés. Vous vous êtes dit, parce que c'est ça votre travail, une de vos spécialités, vous avez dit, je vais regarder ça de plus près? Bien, en fait, évidemment, ça fait partie de mon travail et j'avais beaucoup de demandes en privé de gens qui me demandaient qu'est-ce que tu penses de telle personne? Est-ce que tu pourrais nous donner des informations? Il me semble que ça ferait du bien. Il me semble que ça serait rafraîchissant. Il me semble que ça serait intéressant qu'on parle pas juste, évidemment, du nombre de cas en temps réel avec lesquels on se retrouve chaque jour, mais de parler aussi de ce que traduit, dans le fond, le langage corporel de chacun de nos décideurs. Est-ce que les partis politiques ou même les gouvernements vous demandent conseil parfois? Bien, en fait, j'ai souvent des gens qui me demandent conseil, des gens qui, par exemple, veulent se présenter en politique et qui voudraient se pratiquer, qui voudraient donner un bon rendement. Donc, quand arrive, évidemment, les préélections, là, dans cette phase-là, il y a des politiciens qui vont faire appel à moi pour que je regarde ce que ça donne quand ils pratiquent un discours, ce que ça donne quand ils pratiquent une entrevue, puis que je sois en mesure de leur dire, ah, regarde, là, c'est clair que tu n'es pas à l'aise. Ça va être à travailler, ça va être à revoir. Parce qu'évidemment, le langage corporel, il fait juste traduire ce qui se passe dans l'esprit des gens. Donc, ça permet de voir à quel moment le député est plus confortable avec son dossier et à quel moment il ne l'est pas du tout. Puis évidemment, quand les gens ne sont pas confortables avec leur dossier, ça prend juste quelques bons journalistes dans la salle qui ont de l'expérience. Même s'ils n'analysent pas le langage corporel de la même façon que moi, l'expérience va faire en sorte qu'ils vont être en mesure de voir le malaise à ce moment-là du député. Si on commençait par le premier ministre du Québec, François Legault, qui s'est attiré beaucoup de compliments pour sa façon de communiquer depuis le début de la crise, on sent que là, de jour en jour, c'est moins évident parce que les problèmes s'accumulent, puis les réponses sont pas toujours... on se met dans ses souliers, puis des fois, on ferait pas nécessairement mieux là, de savoir comment répondre. Mais qu'est-ce que vous constatez, vous, de l'évolution des points de presse de M. Legault puis de son langage corporel? Bien, ce qui était très intéressant au début, évidemment, c'est qu'il y avait un langage corporel qui était très cohérent. Donc, ce qu'il disait correspondait bien à ce qu'il exprimait avec son corps. Il était plus détendu au début, plus avancé. Et ça, c'est le signe de quelqu'un qui veut davantage communiquer. Les bras sont sur la table, le corps est penché vers l'avant, il regarde les journalistes et il a un axe rotatif gauche. Donc, il cherche à créer un lien avec les journalistes. Et au début, les épaules étaient un peu plus détendues, la tête était un peu plus détendue aussi. Mais évidemment, plus le nombre de cas augmentait, plus les questions des journalistes augmentaient aussi. Et même si le docteur Arruda pouvait expliquer la hausse du nombre de cas, il y avait quand même des questions qui étaient récurrentes de la part des journalistes. Et évidemment, on avait quand même un nombre de cas quand même assez élevé. Et là, on a vu les épaules de M. Legault commencer à se rigidifier. Donc, il était moins fluide, il bougeait moins. La tête commençait à rentrer dans ses épaules. Donc là, ça, c'est un signe de stress qui augmente. Mais en même temps, c'est un peu normal. Il travaille probablement de très longues heures. Il y a probablement beaucoup de rencontres. Et évidemment, là, on est dans la phase où il commence à faire des projections. Et là, il sait très bien qu'il y a des nouvelles qui vont être moins bien prises. Quand il a annoncé le confinement, on a vu le stress, on a vu l'axe rotatif droit, il est davantage dans un mode vigilance. Il penchait davantage la tête sur la droite parce qu'il faisait plus attention aux mots qu'il choisissait. Donc là, on a vu le stress apparaître, alors qu'au début, les mains étaient plus fluides, les épaules étaient plus fluides, la tête était beaucoup plus fluide. Est-ce que le langage corporel de M. Arruda a évolué de la même façon? M. Arruda est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gestes au niveau des mains qui servent à faire en sorte que les gens qui sont devant lui ou qui le regardent
comprennent bien son point de vue. Donc, les gestes, ce sont des gestes qui servent à venir appuyer son message. Au début, on en avait beaucoup. On voyait qu'il y avait vraiment un désir de communiquer, mais surtout un désir de se faire comprendre. Là, on est dans des gestes qui servent plus à rassurer puis à réconforter. Donc, on vient de changer de registre, là. Fait que ce sont des gestes qui sont très différents. Ce sont des gestes de précision, alors qu'au départ, c'était des gestes de compréhension. Donc, lui, à ce moment-là, ça a évolué, mais c'est quand même un homme qui aime beaucoup communiquer, qui a beaucoup d'axes rotatifs gauche, donc on est beaucoup dans le lien avec les gens qui sont en avant de lui. Il demeure très avancé. Il y a les épaules qui sont avancées vers l'avant et les deux épaules font bien face aux journalistes. Il n'y a pas de biais. Au contraire, il fait face. Donc, c'est quelqu'un qui prend en charge et qui a un désir réel de communiquer. Et ça, c'est très intéressant. Et même quand c'est pas à lui de répondre, il demeure avancé. Donc, il demeure en appui à M. Legault, tout comme Mme McCann, d'ailleurs. Ils sont toujours les trois, ils ne se reculent pas, là. Ils sont toujours trois avancés. Ah, intéressante analyse. Puis j'avais envie de vous entendre sur M. Trudeau, notre premier ministre canadien, mon ancien chroniqueur dans le temps que j'étais morning man à CKC. Mais dans le cas de M. Trudeau, on l'a beaucoup critiqué au début de la crise et on peut dire que ça sonne moins naturel. Même dans les réponses à des questions, mais il faut dire qu'il est seul, il y a personne à côté de lui, il est devant la résidence. Les journalistes, on voit pas personne, on voit juste M. Trudeau. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous percevez de son langage corporel? Bien, en effet, c'était très étrange. Au début, les premières fois qu'il sortait, c'était un peu particulier parce que il y avait un non-verbal qui était plutôt figé. Donc, peu de mouvements d'épaule, peu de mouvements de main, et quand il bougeait les mains, ça montait jamais très haut et ça dépassait pas beaucoup la largeur de son corps. La tête bougeait pas beaucoup non plus, donc c'est assez figé. Fait que, ou bien il était en train de lui-même combattre le virus, puis il était un peu assommé par le virus, ou il était réellement figé dans sa réaction. Donc, avec une plus grande difficulté à communiquer, puis probablement plus axé sur le désir de vraiment mieux contrôler le discours, alors que M. Legault, on était dans le désir de bien communiquer. C'était complètement autre chose. M. Legault, lui, on avait beaucoup d'axes rotatifs droits, mais très peu de mouvements au niveau des épaules. On avait peu de mouvements au niveau du menton. Habituellement, les gens, quand ils communiquent, ils font comme des oui en même temps qu'ils parlent. Lui, on en avait très, très peu. Et il y avait peu de clignements de paupières, ce qui est un peu particulier parce qu'habituellement, quand on veut communiquer, on réfléchit en même temps qu'on parle, on réagit à ce qui se passe en avant de nous. Alors, on cligne des paupières parce que ça permet à notre cerveau de classer l'information et de revenir focaliser. Lui, il en avait peu de clignements de paupières. Et l'absence de clignements de paupières, d'habituellement, c'est soit qu'on a un cerveau qui est davantage au ralenti, d'où la possibilité qu'il est en train de combattre le virus, ou un cerveau qui est en mode vigilance, qui fait extrêmement attention à ce qu'il dit et qui a peur de ne pas être cru. Donc, c'est sûr que les premières fois qu'il faisait des conférences de presse, des points de presse, ça donnait une communication plus figée, beaucoup moins fluide, ce qui a nui énormément à sa communication et à l'image qu'il donnait parce que ça donnait une impression que finalement, il ne savait pas trop où est-ce qu'il s'en allait. Et s'il avait été plus participatif avec son corps, plus fluide, ça aurait donné une meilleure impression de confiance. Et là, parce qu'il y avait un corps très figé, mais évidemment, ça a suscité une certaine méfiance et une certaine insécurité dans sa façon de communiquer. Et c'est ce qui fait dire aux gens que des fois, ça a l'air moins naturel, ça a l'air plus lu. Il me reste à peu près 2 minutes, Mme Boyer. Monsieur Trump, ça a dû vous tenter d'analyser bien avant la crise du coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sommairement sur le président des États-Unis? Bien, là, on a un non-verbal très, très, très différent. C'est très particulier parce que dans le cas de Trump, on a très souvent, et les gens peuvent le voir, un menton qui est surélevé pendant ses discours. C'est un signe qu'il est dans une position, dans sa tête, évidemment, de supériorité. Et c'est particulier parce que quand il fait ses discours, souvent, il est sur une estrade, donc plus haut que les journalistes qui sont devant lui. Alors, en temps normal, quand on a des gens devant nous qui sont plus bas, et on va généralement plutôt descendre le menton pour les regarder dans les yeux. Lui, au contraire, il relève le menton, donc il se met dans une position de supériorité par rapport aux journalistes qui sont devant lui. Ça, c'est particulier. Quand il parle, évidemment, il va parler et il va garder la bouche entrouverte, mais il garde la bouche entrouverte en poussant ses lèvres vers l'avant,
C'est un désir de communiquer, mais un désir de communiquer parce qu'on aime s'entendre parler. Donc, c'est bon, ça. Et là, je vous bouscule pour une dernière question parce qu'il faut que je vous la pose. Quand on est spécialiste du langage corporel, Madame Boyer, est-ce qu'il y a un danger de ne plus écouter ce que les gens disent? Bien, en fait, les premiers temps, quand on commence à apprendre l'analyse du langage corporel, on est totalement incapable d'écouter et d'analyser en même temps parce qu'il se passe trop de choses au niveau du cerveau. Après un certain temps, je vous dirais après quelques années d'analyse et d'expertise, ça devient plus naturel. C'est un peu comme parler une autre langue. On finit par s'habituer. Le cerveau finit par faire un switch plus facilement. Évidemment, on n'est pas toujours en mode analyse. On est en mode observation. Et quand le langage corporel n'est pas cohérent avec le verbal, c'est là où l'analyse va embarquer. Madame Boyer, merci beaucoup de cet entretien. J'ai beaucoup apprécié. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup, vous aussi. Merci.